Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal de ce dimanche soir. Voici les titres de l'actualité. Inauguration officielle du nouveau pont de Womé dans la commune d'Abomey-Calavi hier samedi par le ministre conseiller au cadre de vie et son collègue de l'énergie et des mines. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale en présence du maire Angelo Armandinou, nous dira Hugues Vignibé dans un instant. 9e édition des journées de la mutualité dans la commune de Bembereke. Les manifestations ont été lancées jeudi dernier par l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke, soutenue par l'ONG APROSOC, Action pour la protection sociale et ses partenaires techniques et financiers. Le point à suivre avec Epiphane Chabi. Et puis, célébration de la Saint-Valentin vendredi 14 février dernier dans de nombreux pays du monde. Au Bénin, la place de l'Amazone a servi de cadre aux jeunes de Cotonou pour raviver la flamme de l'amour. Vous verrez en fin d'édition l'ambiance qui a prévalu ce jour de Saint-Valentin avec Florence Bossa. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre par cette actualité. Le ministre conseiller aux cartes de vie et son collègue de l'énergie et des mines ont procédé hier samedi à l'ouverture officielle du nouveau pont de Womé, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale en présence du maire Angelo Armandinou et de la population. Hugues Vignibé et Jocelyn Bariga pour le compte-rendu. Jacques Ayati et Romaric Ogunwale sur le pont de Womé. Quelques minutes plus tard, la population assiste au déplacement de l'ultime barrière de l'infrastructure. Construit en février 2023, le pont de Womé est officiellement ouvert à la circulation. Cette mise en service marque la fin d'une longue attente des populations. Ce que nous désirions depuis longtemps, vous l'avez fait. La vitesse ne sera pas excessive par la grâce de Dieu. Cette voie est fermée depuis 6 ans. Nos activités ont pris un coup et rallier Womé depuis Kokotomé était difficile. L'événement intervient après la visite de l'ouvrage effectuée mardi dernier par le ministre conseiller aux infrastructures. Vous avez promis de rendre compte et nous revenir. En moins d'une semaine, le compte rendu a été fait. Aujourd'hui, vous êtes revenu un samedi procéder à l'ouverture officielle de cette voie pour le bonheur de nos populations. Soyez-en remerciés. Cependant, les gros porteurs ne sont pas encore autorisés à accéder à l'infrastructure. J'avais dit aussi que les camions doivent éviter que les camions empruntent l'as. Non pas parce que le voie n'est pas dimensionné pour prendre les gros porteurs, mais à cause des petits problèmes de déplacement des réseaux aériens de la SBE. Le DIL d'Abomey-Calavi s'engage à veiller à un bon usage du pont de Womé, notamment le respect de la vitesse réglementaire en agglomération. Et bien avant l'ouverture officielle du pont de Womé, hier samedi, le ministre conseiller aux infrastructures et au cas de vie et son collègue de l'énergie et des mines ont mené une campagne de sensibilisation des occupants des hautes tensions au quartier Aïmevo de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Et pour cause, l'installation anarchique de celle-ci sous les hautes tensions sous les hautes tensions dérange les autorités gouvernementales. La finalité de cette démarche du gouvernement est de libérer à court terme l'emprise de ces installations électriques, source de danger pour les populations. On retrouve Hugues Vignibé et Jocelyn Bariga pour le point de cette descente sur le terrain. Une marmite au feu, presque sous un camion. Des terrains de football. Un entrepôt de charbon de bois à ciel ouvert, des engins lourds. Le tableau présenté par l'emprise de ces hautes tensions en dit long sur l'urgence de cette campagne de sensibilisation. Interpellé, cet occupant illégal du site s'explique. À ces allégations, le chef d'arrondissement apporte sa part de vérité. Même si nous venons sur le terrain et on les sensibilise, on n'a pas les moyens pour les faire déplacer. Sinon, tous les jours que Dieu fait, même le commissaire peut
en témoigner. On procède tous les jours à la sensibilisation. In fine, l'opérateur économique salue la démarche du gouvernement. Le ministre nous a mis à l'aise, il a discuté avec nous, il nous a convaincus sur le danger que nous courons. Arpentant le site à pied, Jacques Ayadi et Romaric Ogouale ont également sensibilisé, entre autres, garagistes, soudeurs, vendeuses de nourriture, joueurs de football, commerçants. Le ministre conseiller, il n'a pas tort parce que le fait de jouer sous la haute tension, bon, ça crée beaucoup de problèmes. Bon, il nous a déjà éclairci les dangers que peut encourir. En fait, notre délégation ira auprès du délégué et on va lui dire, il va nous aider à aller voir le CA et les mesures à prendre vont suivre. Au terme de l'opération, les autorités en rappellent les objectifs et affichent leur satisfaction. L'objectif, c'est d'alerter sous forme de sensibilisation les populations qui se sont installées sous la haute tension. Vous avez vu ça avec nous, elles ne sont pas en sécurité. Le premier danger, c'est l'électrocution, c'est les cancers. On a trouvé des compatriotes attentifs qui comprennent le danger. 28 février, c'est la deadline imposée aux occupants du site pour le libérer, sachant qu'une rallonge de mois est spécialement impartie aux exploitants de l'espace de vente de charbon de bois. Le 1er mars 2025, les autorités annoncent revenir ici pour un déguerpissement manu militari des entêtés. Dans l'actualité également, le porte-parole de la police républicaine était face aux hommes des médias vendredi dernier. Objectif, informer l'opinion publique de certains dossiers graves de corruption de certains cadres de l'administration publique relatifs aux passations des marchés publics et autres scandales. Eric Orouirima est au micro de Julie Cho et de Simon Rolon. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs enquêtes ont révélé des cas de malversation dignes d'intérêt. Le premier cas que nous allons aborder est relatif à des faits qualifiés d'escroquerie, d'abus de fonction commis par un notaire. En effet, un notaire qui s'est vu confier un titre foncier d'un immeuble à Akpakpa dans le but de trouver un acheteur, a fait signer en usant de faux et usage de faux pour se faire confectionner un acte de vente et a rapidement formalisé cette transaction à l'insu du propriétaire. Après cette formalisation d'acte, le faussaire et son complice ont réussi à obtenir un prêt bancaire. Le deuxième cas que nous allons aborder concerne deux cas de fraude et de corruption dans la passation des marchés publics. En effet, le directeur départemental du cadre de vie et des transports en charge du développement durable de l'Atlantique est un cas de l'administration publique qui a développé et mis en place tout un système de collusion, de fraude, de corruption et de fausses attestations dans les marchés publics. Profitant de ces différentes positions, ce cadre s'adjuge des marchés publics qu'il lance en utilisant des sociétés d'amis et de proches dont les documents lui sont confiés. Il a développé cette pratique depuis une quinzaine d'années et a toujours réussi à se faufiler à travers les mailles du filet. Le délégué du contrôle financier en service à la présidence de la République, sur dénonciation de pratiques corruptives dans les marchés publics dont il s'est fait coutumier, a été arrêté.
Autre volet de l'actualité, les récents propos tenus par Maître Adrien Hungweji sur la gouvernance talent ont fait réagir le président des sages de la ville de Porto Novo, Karim Urbain da Silva. Au cours d'une sortie effectuée hier samedi, le sage de Porto Novo a sévèrement attaqué le président Hungweji. L'homme a saisi l'occasion pour réaffirmer au chef de l'État le soutien de la ville capitale à ses actions de développement. Le reportage avec Emma Rodon. Avec ce qui lui reste comme force dans les cordes vocales, le presque centenaire Karim da Silva, sage de la ville de Porto Novo, a tenu à condamner sévèrement les propos tenus récemment par le président Adrien Hungweji devant ses militants de l'Est-PRD. Hungweji, il aurait pu se taire. Il a réveillé nos machins contre lui. Parce que d'abord, il faut le reconnaître. Hungweji, il n'a rien de Porto Novo. Quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, qui trahit. Pour Karim da Silva, le président Adrien Hungweji est dans un chantage politique et c'est une stratégie dont il est coutumier, a-t-il insisté. Il a pris l'habitude. Et cette fois-ci, c'est pour la dernière fois. Alors, c'est une réaction pour d'abord remercier le président Talon et pour lui dire que de compter sur nous. Nous sommes les réels porto-noviens. Comme vous dites, il ne peut faire que ce qu'il a fait, que vous connaissez. Le président des Sages de Porto Novo a également saisi l'occasion pour dire toute sa compassion au président Patrice Talon, qui a échappé récemment à une tentative de déstabilisation, et le féliciter pour ses nombreuses réalisations dans la ville de Porto Novo. Surtout que les épreuves, il en a toujours sorti. De graves épreuves, de terribles épreuves. Le Yoruba dit, il est des coups à la maison même. Alors, s'il a survécu, il ne survivra longtemps. Nous souhaitons que ce qui a commencé, qui est énorme, puisse continuer. Talon a trop fait. Il a transformé Porto Novo. Si vous allez vers Benedjonou, la nuit, si une aiguille tombe, vous allez la pouvoir la prendre. Alors, que dire? Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a animé une conférence de presse vendredi dernier à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Une rencontre au cours de laquelle Aristide Adjinakou a présenté les innovations apportées dans les prestations offertes aux populations par sa structure, notamment en ce qui concerne l'identité et l'état civil. Voici le compte rendu de Hugues Vignigbe. Pour améliorer la satisfaction. Cette sortie médiatique du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, vise deux objectifs fondamentaux. Partager avec les professionnels des médias sa vision, sa stratégie de fonctionnement et lancer de nouvelles applications innovantes, à savoir ANIP BJ et la plateforme e-service.anip.bj. Notre objectif, c'est de nous assurer que la problématique de l'identité et des faits d'état civil soit une aventure simple pour tous les citoyens. Les journalistes ont eu droit à des démonstrations de sollicitation des services de l'ANIP. Donc, je renseigne ici l'opérateur, je laisse l'adresse mail et je mets le numéro de paiement. Je déclenche le paiement. Bon, laisse ça encore le même. Cette démonstration et les exposés du directeur général de l'ANIP ont nourri la curiosité des professionnels des médias. Ils ont posé une série de questions auxquelles les responsables de l'ANIP ont apporté des éléments de réponse. Et si vous avez écrivez au 48 54 0000, ce sera pris en compte. Et je peux vous dire que personnellement même, toutes les 2 semaines, avec l'équipe d'expérience client et de support aux usagers,
Nous regardons tous les problèmes. La vision de Aristide Adjinakou et son équipe est de faire du Bénin la référence africaine dans l'identité à l'horizon 2028. Une vision épousée par le projet Wouri qui accompagne la NIP sur plusieurs plans. Nous comptons déjà, c'est déjà de bonne route, renouveler systématiquement les équipements d'enrôlement biométrique. Et d'ici le mois de mars, il sera livré 700 kits biométriques au profit de l'ANIP pour toujours faciliter la tâche aux usagers. Et l'ANIP a déjà reçu 2050 terminaux pour les déclarations de naissance au Bénin. L'ANIP encourage les médias à dénoncer les imperfections dans l'accomplissement de sa mission afin de leur permettre de les solutionner. Je le disais en titre, les manifestations entrant dans le cadre de la 9e édition de la célébration des journées de la mutualité dans la commune de Bembereke ont été lancées jeudi dernier. Cette initiative émane de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke, soutenue par l'ONG APROSOC, Action pour la protection sociale et ses partenaires techniques et financiers. La cérémonie marquant le lancement des activités s'est déroulée en présence du président de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke, du parrain de l'événement Azizou Chabi Moro, ainsi que d'un partenaire d'autorités administratives et politiques, de partenaires techniques et financiers et des populations. Le point avec Epiphane Chabi et Franklin Aroka. C'est par cette caravane que le top des journées de la mutualité de Bembereke a été donné. Mutuelle de santé à l'aide de l'opérationnalisation du volet assurance maladie du projet H du Bénin. C'est le thème choisi cette année pour la 9e édition de cette initiative qui est à mettre à l'actif du projet Action pour la protection sociale à Prosoc et ses différents partenaires. Conçu pour être une rencontre d'échange et de formation sur la vie et les enjeux du mouvement mutualiste béninois, les GMB ont apporté depuis 2007 beaucoup de réflexions pour l'édification du mouvement. Il me plaît de lancer un appel à chacun de nous, que l'on soit fils du terroir, citoyen ordinaire, décideur public ou acteur de développement, afin que nous puissions porter encore plus haut et accompagner davantage cette initiative. Pendant 72 heures, les participants seront mieux aguerris sur les questions de mutuelle de santé, une préoccupation qui nécessite l'accompagnement des collectivités locales pour contribuer à la promotion et au développement des mutuelles de santé afin de disposer d'un capital humain apte au développement intégral. Avec les innovations et les réformes en cours dans le secteur de la santé depuis l'avènement du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, vous ne serez plus les seuls à nous appuyer, mais que notre État saura apprécier à sa juste valeur le parcours que nous avons fait pour jouer son rôle dans la promotion, l'extension et la professionnalisation des mutuelles de santé. On le sait, la maladie peut toucher chacun d'entre nous. Adhérer à une mutuelle permet de ne pas vivre dans l'inquiétude que la maladie surgisse, mais d'être assuré que si elle survenait, la question du paiement de la facture de soins ne se poserait plus avec la même intensité. Depuis près d'une trentaine d'années, nos organisations, WSL et l'ANC, ainsi que d'autres acteurs sur le plan international, ont compris, au regard de l'évolution du contexte international et régional, la nécessité de mettre en place un système alternatif de financement de la santé, mais également d'accès et d'utilisation des services de santé pour les populations des secteurs informels et du monde rural, même celles du secteur formel précarisé. Cette 9e édition des journées de la mutualité de Bembereke prendra fin le samedi 15 février 2025 avec à la clé plusieurs activités et des communications sur des thèmes variés.
Le rideau est également tombé hier sur les journées annuelles du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique. Les travaux sont sanctionnés par la prise de plusieurs recommandations qui permettront au secteur de répondre aux défis de l'heure. Et l'instance a également connu un changement à sa tête. C'est le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS qui, à l'unanimité, est désigné pour conduire la destinée du club pour les prochains mois. Plus de détails avec Teddy Goudalo et Rachidi Soubero. Des échanges B2B à l'issue des journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Les 2 jours de profondes discussions entre experts à Cotonou ont abouti à plusieurs recommandations en vue de naviguer vers l'avenir dans un contexte de transformation digitale. Aujourd'hui, le numérique est au centre du progrès. Nos banques doivent internaliser le numérique pour que bientôt, d'ici 2 ans, avoir un compte bancaire ne soit plus quelque chose de plus compliqué, mais un droit du citoyen africain d'avoir un compte bancaire. Nous avons les mêmes problématiques. Comment faire face à la transition numérique, comment faire face à la transition écologique, comment faire face à la transition sociale. Ce sont des problématiques majeures, c'est un travail gigantesque. Il faut que ce soit mutualisé et qu'il y ait une réponse commune continentale. Les discussions entre ces professionnels des chiffres trouvent leur fondement dans le thème central de la rencontre. Naviguer vers l'avenir, la transformation digitale, résilience et durabilité face aux défis de la décennie 2025-2035. Et justement, au sujet de ces différents défis à relever, le nouveau président du club élu à l'unanimité mesure déjà les tâches qui lui incombent. Je pense que c'est les résultats du FAGAS qui parlent. Parce que nous avons essayé de relever les défis en renforçant la gouvernance de l'institution et en travaillant sur sa modernisation. Donc en 4 ans, 5 ans, nous avons réussi le pari. Et mes homologues et mes pairs, membres du club des dirigeants des banques et établissements financiers, ont voulu que l'élan que nous avons mis au FAGAS soit également mis à la disposition du club et à toutes les banques et institutions financières africaines pour qu'on puisse ensemble relever les défis de performance et de financement accéléré de l'Afrique. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une association sans but lucratif. En attendant la tenue des prochaines journées annuelles en Guinée-Conakry, les organisateurs se félicitent pour une 36e édition réussie. Et pour finir, à l'instar de nombreux pays du monde, le Bénin a également célébré vendredi dernier, 14 février, la Saint-Valentin. Les jeunes Cotonois ont pris d'assaut la place de l'Amazone pour célébrer l'amour ce jour-là. C'était des moments d'échange entre amoureux. Une équipe de notre rédaction, conduite par Florence Bossa, y a fait un tour pour constater l'ambiance qui a prévalu. Suivez ce reportage. Ils sont pour la plupart vêtus en rouge. Symbole d'amour, d'affection et de douceur en ce vendredi 14 février 2025, fête de Saint-Valentin. À la place de l'Amazone à Cotonou, de jeunes couples sont venus en promenade en cette soirée du jour dédiée à la célébration de l'amour. Ah mais c'est la fête de l'amour, non? On fête l'amour, c'est pour ça qu'on est là. On s'est dit que le jour spécial pour l'amour, c'est le jour le plus important, bien le plus intéressant de la vie. Parce que la vie est basée sur l'amour. Et s'il y a un jour spécial qui est donné pour l'amour, nous aussi on est prêts pour accompagner ce jour. Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et je vois que comme moi et elle, nous sommes amoureux. C'est pour cela. Parce qu'on célèbre l'amour et que j'aime quelqu'un. Donc, comme tout le monde, je suis là pour lui montrer mon amour. On est venu pour fêter un peu le Saint-Valentin. Pour de nombreux jeunes rencontrés sur cette place publique, la Saint-Valentin est l'occasion pour raviver la flamme de l'amour et renforcer les liens. Il est donc nécessaire, selon eux, d'offrir des attentions spéciales, qu'il s'agisse de fleurs, de bijoux ou bien d'autres, à son ou à sa partenaire.
le jour spécial qu'est donné pour l'amour à chacun de nous de se prononcer ou bien de faire un petit geste pour prouver à ton partenaire vraiment que c'est elle ou bien c'est il qu'on a choisi. Comme un t-shirt, les fleurs, les chaînes, plein de cadeaux. Il m'a donné beaucoup de cadeaux et j'ai vraiment aimé. Et j'ai ressenti son amour envers moi. J'ai offert le cadeau à ma femme, à ma copine. Donc après ça, si on quitte ici, on va partir dans un restaurant. Après ça, on rentre à la maison. La Saint-Valentin est à l'origine une fête romaine consacrée à la purification comme signe de fertilité, mais devenue plus tard la fête des amoureux au XIVe siècle en Grande-Bretagne. À Cotonou, elle représente un moment de partage et de célébration des relations amoureuses. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Agréable soirée et excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin. À bientôt.